Bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet que j'avais envie de faire depuis un petit moment, les paralysies du sommeil. Alors je vous stoppe direct, le point rouge que j'ai sur mon putain de pif, ce n'est pas un bouton, c'est un sniper de cloche-up qui a brûlé mon nez avec un laser puissant en essayant de m'assassiner, et je m'en suis sorti in extremis. Sinon je vous ai arnaqué pour ceux qui me suivent sur Instagram, car à la base j'avais fait un sondage là-bas pour savoir le sujet de la prochaine vidéo, mais j'ai eu une sponsor à faire et il valait mieux que je la cale sur cette vidéo, donc j'ai fait un 49.3 comme le gouvernement, et j'ai go paralysie du sommeil. Le sponsor d'aujourd'hui est... Et merci à CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo, qui d'ailleurs me permettait de la publier, qu'importe le sujet. Comme vous le savez, les VPN permettent de se protéger de certaines formes d'attaques sur votre ordinateur, mais ce qui est le plus intéressant, c'est que les publicitaires n'ont aucun moyen de collecter vos données, et de vous recommander des choses par rapport à ce que vous regardez sur internet en leur masquant votre adresse IP. Et CyberGhost n'enregistre pas votre activité en ligne, vous pourrez donc surfer de façon anonyme, ce qui vous donne la liberté de choisir votre contenu même s'il est bloqué dans votre pays. C'est internet sans limitation. Grâce à CyberGhost VPN, vous pouvez accéder à tout le contenu géobloqué et avoir accès au catalogue de plus de 40 services de streaming tels que Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc. Et avoir accès au contenu non disponible en France comme le catalogue Netflix US qui est 40% plus fourni. Et autre petit tips, les VPN peuvent être aussi utilisés pour payer moins cher certains achats ou abonnements en les mettant dans un autre pays. Technique de rat ultime que j'utilise tout le temps. Une seule inscription permet de protéger jusqu'à 7 appareils simultanément, donc vous pouvez partager tout ça avec vos proches. C'est garanti satisfait ou remboursé pendant 45 jours avec un support français disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ils ont plus de 38 millions d'utilisateurs et est très simple à utiliser. Il dispose de 5 étoiles sur Trustpilot. Il est disponible sur Windows, iOS, Android, etc. Avec le lien en description, vous pouvez commencer à vous protéger sur internet pour seulement 1,94€ par mois, donc 4 mois gratuits, soit 84% de réduction. Les gens, à la fin, ne sont pas méchants. Donc les paralysies du sommeil, c'est un trouble qui survient soit quand on s'endort, soit quand on se réveille durant la transition entre les phases de sommeil, et où l'on se retrouve paralysé dans son propre corps mais on peut bouger uniquement les yeux. C'est à cause de l'atonie musculaire qu'on a pendant le sommeil qui réduit nos mouvements afin qu'on ne réagisse pas physiquement à ce qui se passe dans nos rêves. Par exemple, imaginons que tu rêves d'un gros baston à la Baki, ce serait embêtant de coller une giga droite à ta copine, suivi d'un brisage de colonne tout en dormant. L'atonie musculaire sert à nous protéger et à protéger ceux qui dorment avec nous. Le problème étant que pour les paralysies du sommeil, des fois le corps reste bloqué dans cette phase et le cerveau se réveille ou reste éveillé si on en fait une en s'endormant. Et l'expérience est très flippante car, comme déjà dit, tu te retrouves paralysé dans ton propre corps. Tu ne peux pas crier pour que quelqu'un te sorte de ce bourbier et tu dois forcer comme un taré pendant plusieurs minutes sur tes membres pour essayer de les faire bouger à peine afin de te réveiller. Déjà l'expérience est très flippante comme ça, mais elle peut être aussi accompagnée d'hallucinations où l'on voit une sorte de présence maléfique dans sa chambre et elle peut rester passive à simplement te scruter dans un coin de la pièce ou carrément monter sur toi et essayer de t'étouffer soit en s'asseyant sur ton torse, soit en essayant de t'étrangler. Ces présences démoniaques ont différentes formes à travers les cultures et je ferai une sorte de bestiaire vers la fin de la vidéo. Mais j'aimerais d'abord expliquer mon vécu avec les paralysies du sommeil. Selon des études, 25 à 60% de la population générale l'expérimente au moins sous une forme légère une fois dans la vie. Et seul 0,3 à 6,2% des cas l'expérimentent de façon régulière et sous forme plus ou moins sévère. Et vous allez voir, je pense que je suis un champion dans cette catégorie. Donc de souvenirs, j'ai commencé à en avoir vers 20 ans, j'en ai quasiment 26 maintenant. Et à cette époque, je sortais de 5 ans de maladie que j'ai commencé à avoir dans les 15 ans où j'ai failli mourir. J'ai eu un souci auto-immunitaire comme pour mon alopécie, mais ici le problème était bien plus grave car mes anticorps ne reconnaissaient pas mon foie et ma rate et il s'attaquait à ces deux organes comme si c'était une maladie. Donc mon corps essayait de se bouffer lui-même pendant 5 ans et j'ai failli en crever. Je n'avais pas de traitement, c'était l'enfer et j'avais des douleurs horribles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais durant ces années qui m'ont paru une éternité, la maladie a disparu petit à petit d'elle-même. Et c'est vers la fin que j'ai commencé à avoir énormément de paralysie du sommeil. J'en avais facilement 4 par semaine pendant plusieurs mois d'affilée, j'avais peur de m'endormir car ce que je rencontrais là-bas était terrifiant. Mes paralysies du sommeil se déroulaient au réveil, mes yeux s'ouvraient, incapables de bouger, et je ressentais une présence maléfique. Une sensation indescriptible car on ne ressent pas ce genre de choses dans la vie de tous les jours. Je n'avais pas besoin d'ouvrir les yeux pour sentir cette présence qui me voulait du mal. J'avais froid comme si un vent glacial parcourait mon corps, et en essayant de faire bouger mes yeux vers la droite, je voyais une faucheuse qui me regardait, debout, à côté de moi. Sa cape flottait et une sorte de fumée noire l'entourait. Puis elle se rapprochait de mon visage et passait ses doigts squelettiques sur mon visage, et je ne pouvais absolument rien faire. J'entendais ma mère dans le salon en train de manger son petit déjeuner en regardant des informations, et j'essayais de l'appeler mais en vain. J'étais bloqué avec cette faucheuse et plus elle se rapprochait, plus je sentais un courant d'air froid sur mon visage et au bout d'un moment j'arrivais à me réveiller. Tellement violemment que je me retrouvais généralement par terre à côté de mon lit. Je forçais comme un imbécile sur mes membres afin de me sortir de cet enfer. Et cette expérience, je l'ai eue comme je l'ai dit environ 4 fois par semaine pendant plusieurs mois, je dirais environ 4 ou 6. Des fois la faucheuse restait dans un coin à m'observer, d'autres fois elle se collait à mon oreille droite dans un angle mort et je n'arrivais pas à la voir. Je ne savais pas ce qu'elle faisait. J'arrivais juste à voir sa faux et son bras droit et d'autres fois elle me touchait le visage avec sa main squelettique. C'était vraiment traumatisant pour moi car déjà, bon, je suis claustrophobe, donc être paralysé c'est déjà quelque chose qui est à la limite de me faire un arrêt cardiaque, mais en plus tu rajoutes cette faucheuse avec ses expériences sensorielles et c'est bon, t'as le cocktail parfait pour me faire claquer.
Car c'était pas comme un rêve ou même des rêves lucides, je le sais car j'en fais énormément. Les sensations ici semblent vraiment être réelles, on a vraiment l'impression de vivre ce qu'il se passe. Et le pire c'est que durant tout ça on est complètement éveillé. Je suis tellement un gros rêveur lucide qu'il m'est arrivé de faire une journée complète dans mon rêve, d'aller me coucher, de me réveiller dans le rêve et de refaire une journée avant que je me réveille dans la vraie vie. Un vrai bordel à l'inception et j'étais complètement déboussolé et ça m'est arrivé il y a même pas un mois. Donc je sais très bien faire la différence entre ces deux expériences. Ma mère ne me croyait pas à cette époque, alors un matin durant l'une de ces paralysies, j'ai retenu tout ce qui se disait à la télévision pendant que j'avais mon date avec ma faucheuse. Et j'étais capable de lui dire tout ce qui s'est passé à la télévision. C'est pas un rêve ou un cauchemar, on entend tout ce qu'il se passe à côté de nous. D'après l'explication scientifique, ça serait car on serait dans un mix entre l'éveil et le sommeil paradoxal, là où les rêves et les cauchemars se déroulent. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre et ce que la science n'explique pas vraiment, c'est pourquoi du coup à chaque fois les gens qui ont des hallucinations durant les paralysies du sommeil voient ces sortes d'entités démoniaques et pas d'autres choses plus plaisantes liées au rêve. On pourrait avoir plutôt une sorte de déesse bien foutue qui nous caresse ou qui nous fait un massage en nous rassurant, mais non, on a une putain de faucheuse qui nous glace le sang. Ou des fois une espèce de troll qui nous étrangle en s'asseyant sur notre torse. Est-ce que c'est lié à l'anxiété et la peur que dégage la paralysie, ce qui nous fait apparaître des choses horribles? Est-ce que c'est le cerveau qui déploie un moyen pour essayer de nous sortir de la paralysie du sommeil en nous faisant peur pour nous réveiller? Ça par contre la science a du mal à l'expliquer. Ils comprennent très bien le mécanisme physique de la paralysie du sommeil mais pas l'explication de pourquoi ces entités sont présentes. Alors est-ce simplement une sorte de bug dans notre cerveau ou ces choses existent réellement? Et on va s'intéresser maintenant à cette possibilité car si on prend l'approche rationnelle, on s'arrête là, fin de la vidéo, à plus dans le bus. Et je pense que c'est pas si simple que ça, ni forcément intéressant. Et après cette explication, on fera une sorte de baissière de ces entités comme je l'ai dit. Alors on va parler de choses que je ne maîtrise pas, comme les dimensions, théorie des cordes, etc. Donc ne m'en voulez pas si je dis de la merde, mais je vais pas rentrer dans les détails scientifiques de toute façon. Notre perception du monde est en 3 dimensions. On est capable de voir les choses en 2D qui se déroulent sur une surface plate, comme une télévision ou une feuille, et aussi en une dimension qui est juste un point. On est capable de voir les dimensions qui sont inférieures à nous. Mais imaginons maintenant que l'on soit dans un monde en 2 dimensions, et je vais laisser l'explication du vidéo que je mettrai en description. But what if our world were 2-dimensional? We would be squashed down to occupy a single plane of existence, geometrically speaking, of course. And what would that world look and feel like? This is the premise of Edwin Abbott's 1884 novella, Flatland. Flatland is a fun mathematical thought experiment that follows the trials and tribulations of a square exposed to the 3rd dimension. This is where Flatland can help us. Let's look at our square protagonist's world. Flatland is populated by geometric shapes, ranging from isosceles triangles to equilateral triangles to squares, pentagons, hexagons, all the way up to circles. These shapes are all scurrying around a flat world, living their flat lives. They have a single eye on the front of their faces, and let's see what the world looks like from their perspective. What they see is essentially one dimension, a line. But in Abbott's Flatland, closer objects are brighter, and that's how they see depth. Their brains cannot comprehend the 3rd dimension. In fact, they vehemently deny its existence because it's simply not part of their world or experience. But all they need, as it turns out, is a little boost. One day, a sphere shows up in Flatland to visit our square hero. Here's what it looks like when the sphere passes through Flatland from the square's perspective. And this blows his little square mind. Then, the sphere lifts the square into the 3rd dimension, the height direction where no Flatlander has gone before, and shows him his world. From up here, the square can see everything. The shapes of buildings, all the precious gems hidden in the earth, and even the insides of his friends, which is probably pretty awkward. Once the hapless square comes to terms with the 3rd dimension, he begs his host to help him visit the 4th and higher dimensions. But the sphere bristles at the mere suggestion of dimensions higher than 3 and exiles the square back to Flatland. Now, the sphere's indignation is understandable. The 4th dimension is very difficult to reconcile with our experience of the world. For all we know, there could be 4-dimensional life forms somewhere out there, occasionally poking their heads into our bustling 3D world and wondering what all the fuss is about. In fact, there could be whole other 4-dimensional worlds beyond our detection, hidden from us forever by the nature of our perception. Doesn't that blow your little spherical mind? Donc c'est assez dur de s'imaginer une 4ème dimension, mais mettez-vous à la place, comme dans la vidéo, de nos petits habitants de Flatland en 2D. C'est pareil pour eux quand ils s'imaginent une 3ème dimension, ils n'arrivent pas à appréhender la chose. Il y a aussi la théorie des multiverses, où plusieurs univers parallèles pourraient exister en même temps, et on peut se poser la question de est-ce que des entités vivent dans ces dimensions supérieures ou univers parallèles. Ces entités seraient capables de nous voir, mais pas nous, puisqu'on en est capable de voir uniquement les dimensions en dessous des nôtres. Et est-ce que les rêves, dans certains cas, ou des drogues, nous ouvriraient une sorte de portail pour nous téléporter et rencontrer des choses que l'on ne voit pas dans notre
perception des choses habituelles. Je pense notamment à la drogue DMT ou l'ayahuasca qui vient de rituels chamaniques en Amérique du Sud. J'en ferai une vidéo dédiée plus tard dans l'iceberg des théories du complot, mais c'est la drogue hallucinogène la plus puissante du monde. Et les gens qui vivent cette expérience rencontrent souvent les mêmes entités comme les Machine Elves ou bien d'autres, et durant le trip ils passent à travers ce qu'ils appellent l'hyperspace, une sorte de tunnel en forme géométrique très colorée, indescriptible. Ils ont aussi des interactions avec ces entités, ils ne se contentent pas de les voir et discutent avec elles de choses importantes. Certaines sont bienveillantes et d'autres maléfiques, et ils qualifient ces expériences de plus réelles que le réel. Et beaucoup de personnes qui se disaient athées avant de faire un trip sous ayahuasca ou DMT disent que maintenant ils commencent un peu à remettre en question les choses. Cette molécule, la DMT, est produite dans de très faibles quantités par la glande pinéale dans notre cerveau. Il serait libéré lorsque l'on rêve, mais les quantités ne sont pas suffisantes pour que ce soit hallucinogène. Et une théorie voudrait que lorsque l'on meurt, notre cerveau libère une énorme quantité de DMT, ce qui expliquerait le fameux tunnel que l'on voit quand on meurt, comme celui de l'hyperspace décrit par ceux qui prennent de la DMT. Et c'est pour ça qu'on verrait sa vie défiler sous ses yeux, car la notion du temps est complètement détruite sous ce type de drogue. Et là je quitte le domaine de la science, mais je trouve quand même que c'est intéressant d'avoir ce genre de point de vue quand on parle de ce genre de choses. C'est l'approche ésotérique et mystique. Alors on parle de troisième œil, l'œil de la connaissance, qui se situe généralement au milieu du front dans le bouddhisme, et il place l'urna, une sorte de point rouge au milieu du front pour le symboliser. Et ce troisième œil dans le bouddhisme symbolise la vision dans le monde divin, une sorte de capacité à voir au-delà de notre réalité et dans notre fort intérieur. Et dans la mythologie égyptienne, l'œil d'Horus ou l'œil Ouja avait une fonction magique liée à plusieurs choses, dont la vision de l'invisible. Et certains ont fait un rapprochement entre l'œil d'Horus et la découpe du cerveau, et ça ressemblerait d'après eux à la glande pinéale. Et plusieurs auteurs ont fait le rapprochement entre ce fameux troisième œil qui se situe au milieu du front dans les cultures orientales à la glande pinéale qui se situe au centre du cerveau. Et pour René Descartes, dans la première partie de son ouvrage, il s'interroge sur le lien qui existe entre la substance pensante et le corps. Pour Descartes, le seul lien entre les deux substances est la glande pinéale, lieu où l'âme est rattachée au corps en quelque sorte. Et tout ça pourrait avoir un lien, car si la glande pinéale produit de la DMT et pourrait en libérer dans certaines conditions, le troisième œil qui permet de voir le monde du divin ou l'œil d'Horus qui permet de voir l'invisible prend tout son sens au vu des expériences que connaissent les personnes qui prennent de la DMT. Bon, comme à mon habitude, je suis complètement parti en couille et je suis rentré trop dans les détails sur la DMT, alors que le sujet de base c'est les paralysies du sommeil. Mais c'est un lien que je ne vois pas beaucoup pour expliquer les entités que l'on rencontre lors de ces paralysies et les potentielles explications de si elles existent ou pas. Si la DMT permet réellement de nous connecter à une autre dimension, ou du moins de l'entrevoir et de voir les entités qui l'habitent, et que dans de beaucoup de cultures cette notion du troisième œil qui permettrait d'entrevoir les choses invisibles ou le divin serait la glande pinéale, et comme on a pu le voir, celle-ci produit de la DMT en infime quantité lors des rêves. Alors on peut envisager la possibilité que durant nos rêves et particulièrement durant les paralysies du sommeil, on entrevoit des entités que l'on ne voit pas habituellement, même si comme je l'ai dit, le cerveau n'est pas censé en libérer assez pour créer des hallucinations. Mais je me demande si des études ont été faites sur le lien entre DMT et paralysie du sommeil, et pas forcément trouvées. Peut-être que les gens qui en font ont à ce moment-là la glande pinéale qui libère plus de DMT que la normale. Alors je sais on est parti très loin et il y a beaucoup de si, mais bon c'est ça qui est intéressant avec les théories, et vous savez à quel point j'adore partir en couille. Donc maintenant on va repartir sur le sujet de base de la vidéo qui sont les paralysies du sommeil, et on va s'intéresser maintenant au bestiaire des entités que l'on rencontre. Et ces entités diffèrent en fonction des cultures. Pas envie d'énumérer ce que voit chaque culture en termes d'identité car c'est souvent la même chose et on s'en sortira pas si je fonctionne comme ça. Donc je mettrai un lien en description de la liste pour ceux que ça intéresse. Mais les plus récurrents sont les fantômes, les shadow people ou hommes de l'ombre, les sorcières ou des vieilles femmes. D'ailleurs, fait assez drôle en Italie, la superstition veut que pour éviter d'être visité par la sorcière, il faut mettre un sac avec des haricots sur ton chevet, car la sorcière perdra son temps à les compter un par un. Oui, c'est très con, et à Malte, par contre, ils préconisent de dormir avec un couteau sous son oreiller. ça me fume. Il y a aussi la fameuse faucheuse ou sorte de détraqueur comme dans Harry Potter, que j'ai personnellement expérimenté. Aux Philippines, c'est très particulier car c'est le seul pays où j'ai vu ça. L'entité est une sorte de femme turbo-obèse qui s'assoit sur ton corps et t'empêche de respirer, et franchement, je demande si je préfère pas la faucheuse, ça doit être terrifiant. Dans les pays islamiques, on parle souvent de ghouls, une sorte d'hybride démon humanoïde. D'après leur superstition, ça peut carrément être des djinns, voire même le shaitan, et chaque pays arabe a son propre terme pour cette expérience. Dans les autres entités, on a aussi les gobelins, les succubes, et des sortes de démons chiens ou chats, et c'est à peu près tout ce qu'on peut rencontrer généralement dans les paralysies du sommeil, mais certains expérimentent d'autres choses. Et les entités font toujours la même chose, certaines t'étranglent, d'autres s'assoient sur ton torse, certaines sont simplement observateurs mais te volent ton souffle. Et je me demande personnellement, en partant du principe que potentiellement ces entités sont réelles, si les paralysies du sommeil que j'ai eu pendant plusieurs mois vers la fin de ma maladie où j'ai failli mourir, je me faisais pas visiter par la mort elle-même la nuit, qu'elle avait le seum de pas avoir pu récupérer mon âme. Elle ne me parlait pas ni rien, donc je n'ai jamais eu ses intentions, mais ces sensations de froid glacial avec la faucheuse me faisaient vraiment ressentir la mort. Elle me regardait silencieusement et parfois s'approchait ou me touchait le visage, mais pas de griffure ni rien, ce n'était pas vraiment violent. Elle essayait pas de m'étrangler, c'est comme si elle me scrutait en attendant que je meure. Mais manque de chance pour elle, on n'arrache pas la mauvaise herbe si facilement. Mais ça c'est si on considère que ces entités sont réelles et pas une sorte de bug que notre cerveau produit durant ces paralysies. Et maintenant on va s'intéresser à un fait assez flippant. Généralement les paralysies du sommeil sont bénignes et ne fait aucun dommage physique, à part l'aspect psychologique, mais bon ça c'est autre chose vu
que l'expérience assez traumatisante. Et dans certains cas, des personnes se sont réveillées le matin avec des griffures sur le corps et certaines ne sont même jamais réveillées. Et c'est tiré d'un journal de 1980 aux États-Unis. Une mystérieuse maladie fatale frappe des Hmong. Alors je sais pas comment ça se prononce, donc je vais dire Hmong. Des morts soudaines et inexpliquées terrorisent une tribu venant du Laos ayant migré aux États-Unis. Les attaques étaient toutes imprévues, fatales et mystérieuses. 20 victimes jeunes, sauf une, d'un premier abord en bonne santé, ont été frappées dans le milieu de la nuit et sont mortes en agonisant. Les autopsies des meilleurs médecins du pays ont été incapables d'expliquer la cause de ces arrêts cardiaques ou AVC. Ce qui est le plus intriguant, c'est que toutes les victimes sont issues de la tribu des Hmong, des réfugiés d'Asie de l'Est qui ont dû quitter leur montagne du Laos après avoir aidé les États-Unis lors de la guerre. Environ 35 000 Hmong sont venus aux États-Unis durant les 5 dernières années. Beaucoup d'entre eux étaient des mercenaires pour la CIA durant la guerre du Vietnam. Ils se sont installés en Californie, particulièrement dans le comté d'Orange, à Minneapolis dans la zone de Saint-Paul, à Portland et les hauteurs de l'ouest du Montana. Dans plusieurs de ces endroits, de mystérieux arrêts cardiaques tuent des adultes des Hmong, d'après certains détectives du monde médical qui étudient ce problème. Cette étude, qui comprend des membres locaux du monde médical et des détectives du centre de contrôle des maladies à Atlanta, n'ont toujours pas découvert la cause de ces attaques. Début de citation. Nous pensons qu'ils ont des soucis cardiaques de nature, peut-être une sorte de trouble dans le mécanisme électrique cardiaque, dit un docteur. Le premier cas documenté vient apparemment du comté d'Orange en 1977, quand un jeune homme nommé Lidois est mort durant son sommeil. Joanne Gill et un membre des services sociaux du comté se souviennent de cette mort car ils connaissaient très bien Lidois. Début de citation. Il y a eu une autopsie qui a estimé que la mort vient d'un problème cardiaque. C'est une façon de dire qu'ils ne savent pas exactement ce qui l'a tué. D'autres morts ont été reportées durant les années suivantes à travers le comté, et c'est seulement après que les autorités ont commencé à se poser des questions. Début de citation. J'ai d'abord appris cet événement lorsque j'ai reçu un appel d'un journaliste de Minneapolis demandant si nous avons eu des morts inexpliquées dans la tribu des Hmong, dit le docteur Tom Prendergast, un épidémiologiste du comté d'Orange. Et avant même que j'ai le temps de me pencher dessus, j'ai reçu un autre appel venant de Portland pour me poser exactement la même question, et c'est là que j'ai commencé à suspecter qu'il y ait un problème. Ce que le docteur Prendergast et ses collègues ont trouvé durant les études, c'est qu'au total 20 morts étaient avérés, 19 hommes et une femme entre 25 et 65 ans, qui sont allés se coucher sans signe particulier et qui sont morts durant la nuit. Début de citation. Ils ont tous été trouvés morts le matin ou ont été vus durant la nuit en train de faire des bruits comme une sorte de gargouillement avant de s'effondrer dans un état où ils étaient impossibles d'être réanimés. Fin de l'article. Le monde médical a appelé ce problème SUNS pour syndrome de mort soudaine nocturne, ne sachant pas comment le classifier. Ce qui est intéressant, et certains chercheurs se sont penchés sur une théorie, c'est que les Hmong ont des croyances à la base chamaniques, et les gens se réfèrent aux chamans du village lors de cérémonies pour se soigner ou se protéger de mauvais esprits. Et dans leurs croyances s'y trouve un démon appelé Dapsog, qui apparaît lors de cauchemars et qui étrangle ses victimes jusqu'à ce que mort s'ensuive. Et cette histoire se réfère à ce qu'on appelle universellement les paralysies du sommeil. Et une des solutions de ce mystère, c'est que les Hmong, complètement déboussolés depuis leur immigration aux États-Unis, car à la base c'était un peuple qui était encore chasseurs-cueilleurs, éloignés de leur tradition et de leur chaman protecteur, mouraient littéralement de peur lors de ces paralysies du sommeil, et que ça pourrait venir d'un puissant effet placebo. Et en regardant un peu plus large, ce n'est pas qu'un problème qui a frappé les Hmong, mais beaucoup de peuples de l'Asie du Sud-Est. En 1948, 80 Philippins sont morts dans leur sommeil à Hawaï, pareil chez des Japonais, des Cambodgiens et des Vietnamiens. Plein de théories ont été avancées pour expliquer ce syndrome de mort soudaine nocturne, comme le syndrome de Brugada, un trouble qui cause une activité électrique anormale du cœur, et les Asiatiques et les Polynésiens sont particulièrement à risque. Donc est-ce que ces croyances de paralysie du sommeil qui causent la mort ont vu le jour dans ces peuples car ils sont prédisposés à des maladies cardiaques, ou est-ce qu'ils meurent à cause de ces croyances? Ou on peut même penser que finalement ces entités existent réellement. Mais bon, je pense que cette fois-ci on va partir sur l'explication scientifique. Et c'est d'ailleurs ces histoires liées autour de ce syndrome, le SUNS, qui ont inspiré Wes Craven, le réalisateur des Grilles de la Nuit, avec le très célèbre Freddy Krueger, le monstre qui tue les gens dans leur sommeil. Dans la culture japonaise, ce phénomène de paralysie du sommeil s'appelle Kanashibari, et on donnait pas mal d'illustrations assez cool, voire même quelques films et quelques références un peu partout. Bref, en tout cas, je trouve ce sujet assez passionnant, et je vous laisse vous faire votre propre avis, explication rationnelle ou pas. Personnellement, mon avis n'est pas forcément tranché. Et je vais lire une dernière anecdote que j'ai trouvée sur Reddit avant de conclure la vidéo, car j'étais tombé dessus et je me disais que c'était complètement loufoque, voire faux, complètement faux, hein, j'y croyais pas. Mais dans de très rares cas, finalement, ça peut se produire, et je l'ai appris en écrivant la vidéo. C'était il y a environ 17 ans. Depuis, j'ai créé un lien avec cette chose. Il y a 7 ans, le démon a commencé à me violer. Au début, c'était très sombre et douloureux. Je pouvais ressentir à chaque sensation d'être fouetté, étranglé et étiré. J'étais allongé dans mon lit et cette chose rentrait dans la pièce et commençait à me torturer. Mais un jour, ça a changé. J'ai appris à rester calme, à contrôler mon souffle et à scanner la pièce pour un signe qui indiquerait que je dors. Au début, cet entraînement, j'arrivais à me rendormir, une solution qui était bienvenue au vu de ces expériences. Mais au final, j'ai décidé d'utiliser cette technique pour rester dans ma paralysie du sommeil, et j'ai commencé à créer un lien avec le démon. J'ai appris à accepter sa présence et à contrôler certaines fonctions moteurs durant cet état. Et le résultat a été une expérience très intime et excitante avec lui. J'ai expérimenté des orgasmes complètement ouf, et je sentais chaque coup de du démon, et la sensation semblait vraiment réelle. Je pense que je ne pourrais jamais expérimenter une partie de jambes en l'air aussi bonne avec un humain, et je suis impatiente à chaque fois de réitérer l'expérience. What are you doing, step paralysis démon?
les paralysies du sommeil, dans de très rares cas, on peut se faire par le démon. Personnellement, je vois pas comment on peut prendre plaisir dans cette situation, et la seule solution, je pense, c'est un exorcisme. On ne peut plus rien faire pour son âme. Pour conclure, les causes de la paralysie du sommeil peuvent être multiples. Stress, manque de sommeil, se coucher à des heures différentes, d'après certains se coucher sur le dos, des expériences traumatisantes assez récemment, donc je pense que c'était mon cas, et aussi l'apnée du sommeil. Donc si vous avez des paralysies du sommeil, faites attention à ce genre de choses qui pourraient les déclencher. Et même si l'expérience est très effrayante et qu'on a étudié la possibilité que ces entités existent, le mieux c'est de ne pas y croire car il semblerait que d'après certaines études, ces croyances pourraient accentuer ces crises via l'effet placebo. Donc gardez votre calme, j'en ai fait énormément et j'ai eu aucune séquelle, même si c'est facile à dire comme ça car durant une paralysie du sommeil c'est très flippant. Et je remercie encore une fois CyberGhostVPN de soutenir la chaîne via ce partenariat. Je vous rappelle que le lien en description est disponible pour profiter d'une réduction spéciale. Protégez vos données, vous pouvez aussi avoir accès au contenu géobloqué avec, le tout pour seulement 1,94€ par mois. Bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager, à vous abonner et à me rejoindre pour aider la chaîne. J'ai créé un serveur Discord et pour ceux qui voient la vidéo en première, je vous reprends directement en live sur YouTube. N'hésitez pas à rejoindre le Discord et à partager vos anecdotes de paralysie du sommeil, je le lirai en live. Et je vais commencer à faire plusieurs lives par semaine pour commenter l'actualité, car j'ai pas le temps de traiter tous les sujets en vidéo et je uploaderai des séquences cut de ces lives sur une chaîne secondaire. Donc ça m'arrangerait pas mal que vous abonnez à cette chaîne secondaire, je mets le lien en description. Et comme ça vous ne louperez pas les rediffs des lives que je cutterai, comme ça vous pourrez choisir vraiment ce qui vous intéresse au lieu de vous taper 2 heures de live en entier. Bon ce sera tout pour aujourd'hui, on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous les chômeurs, bonne soirée à tous les travailleurs, salut mes potes. Rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein? Si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur.